Bonjour à tous. Euh, Je suppose que vous avez profité de déconfinement déjà. Donc, faites attention quand même, au cas où. On est combien déjà? 15, 13. Bon. Et j'ai corrigé, comme je vous l'ai envoyé, vous avez reçu, je suppose, par mail, mais le calendrier que je vous propose et le fait que j'ai déjà corrigé le devoir. Est-ce que vous l'avez reçu? Vous avez reçu les notes, je veux dire. D'accord, c'est monsieur, donc c'est Saïd euh, qui vous a envoyé les notes ou vous a envoyé les bulletins, je suppose. D'accord. Donc je sais que les notes, ok. Donc j'ai vu, bah, je sais, bah, j'ai vu que le devoir était long parce que la plupart d'entre vous, bah, ceux qui ont travaillé et qui ont essayé de faire le devoir comme bah, ils ont fait plutôt. Oui, c'est ça, monsieur Atarki. C'était assez, c'est incomplet, mais j'ai été assez large dans la notation. Donc, ceux qui avaient fait un exercice complet, ils avaient une très bonne note. Et donc, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la part, notamment dans la partie moment quadratique. Et donc, il y en a quelques-uns qui n'ont pas bien interprété le théorème de Huygens. Donc, ils passaient d'un axe à l'autre, comme ça, d'une manière sans tenir compte de ce qui implique de passer, d'écrire le moment quadratique par rapport à un axe ou par rapport à un autre axe. Mais bon, sinon, c'est une moyenne plus ou moins, plus ou moins correcte, presque 10 de moyenne. Il y aura, comme vous l'avez vu, je propose qu'on fasse deux autres devoirs, étant donné qu'il n'y a pas de note DTP qui pouvait vous, en général, qui pouvait augmenter les notes. Donc là, au lieu de faire ça, on travaillera sur les DS et on essaiera d'avoir une note correcte pour le semestre, un semestre difficile pour vous. Donc on va commencer la séance d'aujourd'hui, sauf si vous avez des questions sur le DS ou sur le calendrier que je propose. Pas de questions? Monsieur, Oui, je vous écoute. pour savoir, pour le DS, on- vous nous aviez dit qu'il fallait qu'on marque le plus de choses possible, dire marque le plus de détails, et du coup, bah, on a un peu pris ça à la lettre, et du coup, je me suis attardé sur des détails, parce que vous nous aviez dit qu'on aura des points en moins si on faisait comme sur la correction, c'est-à-dire avec les formules raccourcies, et si on faisait comment on peut dire ça? Si on raccourcissait trop l'exercice. Oui, non, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de. Et oui, et où est-ce que vous voulez en venir? Le truc, c'est qu'on n'a pas eu, je pense qu'on est beaucoup, pas eu assez de temps pour tout écrire ce qu'on voulait faire. Et oui, c'est pour ça, pour être franc. Et j'ai noté sur plus de 30. Après, je n'ai pas fait le rapport. C'est-à-dire que ceux qui ont eu 20 sur 20, en réalité, ils ont eu peut-être 22 sur 30. Et moi, j'ai mis 20. Ça veut dire que ceux qui ont fait, donc même si vous n'avez pas eu le temps, si vous faisiez la moitié de ce qu'il fallait faire, vous avez quand même 15, 16.
Donc, le problème, c'est bien de faire des détails, mais c'est que ce qu'on exprime soit correct, non? C'est ça le... C'est ça qu'on voulait faire au départ. Le Comment? truc, c'est ça qu'on voulait faire. Oui, C'est mais que, je sais que vous voulez faire, mais moi j'ai vu, moi je ne sais pas. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas correctes dans ce que j'ai corrigé. Donc, ce n'était pas une question de temps, parce que j'ai vu que c'était long. Donc, celui qui faisait un exercice, l'un des deux, si c'était incomplet, quand même à 1 heure et demie, on pouvait faire un exercice complet. Il y a quelques-uns qui ont réussi. j'ai Donc, je fait, ne sais pas, ben, je vais revoir. Si vous on était croyez... au tiers du deuxième exercice et pourtant j'ai eu que 4,5. Oui, mais vous faisiez un seul exercice complet, c'était bien, et vous pouvez avoir 15 sur 20. Mais bien fait. Ah, Si que vous écrivez, il y a beaucoup de fautes, même si c'est complet, j'étais assez large pour la correction. Je vous dis, franchement, je n'ai jamais été aussi large. En notant que chaque exercice était largement... Et non, il n'y a pas de feuille de présence, je ne sais pas où elle est. Je vais marquer après ce qui sont présents. Ne t'inquiétez pas. Voilà, ce qui demande, c'est une feuille de présence. Et non, mais je peux voir si éventuellement je peux regarder, re-regarder ce que vous avez fait, mais Monsieur Leroux, mais c'est pas, à mon avis, je l'ai relu plusieurs fois chaque DS. Mais bon, et il n'y a pas, c'est pas parce que vous avez fait dans le détail que ça pose un problème. Il y a un étudiant qui a fait vraiment dans le détail, il a fait un seul exercice, c'est pour ça il a tardé, malgré ça, il a eu un peu plus que la moyenne, un très bon étudiant, mais qui n'est pas, je sais pas, il n'a pas dû avoir le temps de tout faire, je suppose. Mais c'est pour ça, comme vous l'avez, peut-être que c'était plus long que ce que je croyais. Et donc, voilà, chaque exercice comptait presque comme toute... pardon, excusez-moi. Donc, c'est... Voilà, donc mais vous inquiétez pas, vous travaillerez sur l'autre exercice, vous allez avoir une meilleure note. C'est pas, quel autre exercice? rien n'est perdu ici, hein. On va avoir Donc, un deuxième DS? ben, vous allez avoir 2 ODS. Vous avez vu, j'ai envoyé un calendrier, vous l'avez pas vu? Non, je n'ai pas vu de calendrier. Ah, dans la pièce jointe Ok. alors. Jamais un devoir, il est une pièce jointe dans la fichier, si je ne me suis pas trompé. Ah oui, Attendez. je vois. Il y a une pièce jointe avec, je ne suis pas parti, je ne crois pas, à mon avis. Bizarre, bizarre. Je peux envoyer ça. Sauf s'il est resté dans mes brouillons, mais à mon avis, j'ai envoyé. Vous avez reçu? Non, on l'a reçu, on l'a tous reçu, je pense. Ah, d'accord, d'accord. Bon. C'est juste que je n'avais pas regardé les pièces jointes. D'accord, donc je vous propose un DS, je crois que c'est marqué le 26, et un autre 2 semaines plus tard. Donc comme ça, on a sur des thèmes différents, éventuellement un rattrapage, si je vois qu'il y a quelques-uns, peut-être quelques-uns qui ont des notes très 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 faibles, peut-être que je donnerai un DS de rattrapage. Le coronavirus m'a rendu gentil, donc donc peut-être que je ferai encore mais quand même, il y aura déjà 3 notes, en général, on n'en a que 2. Et Ok. Au moins là, on sait qu'on a au moins une chance. vous avez beaucoup de chance. Vous avez 2 autres, mais il faut quand même les préparer. On fait TD 5, oui, 5 et 6, ou le 6, le 5, on l'a terminé ou pas? Bon, voilà, on a déjà fait le 5, Monsieur Ruff, il a raison, à mon avis, sauf si c'est pour ça. Et là, c'est la fin, que sont les questions ici. Attendez que je suive, la moyenne des 3. Oui, oui, non, 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 je ne prends pas les 2 meilleurs, là, on n'est pas au... Non, 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 je corrige les 3. On verra la moyenne des 3, puisque vous avez travaillé pour les 3. Je vais voir. Si je suis encore plus gentil à la fin, on verra ce que je vais. Mais
Mais pour l'instant, c'est je fais la moyenne des 3. Dans les autres groupes, je crois qu'ils en ont eu 2. Il y a déjà un oral, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire, 2 ou 3. Mais comme on n'a pas d'ETP, on va le faire comme ça. Hein. Moi, je ne peux pas faire autrement. Et envoyer une correction. Monsieur Jobard, vous voulez une correction, il y a quand même, il y a 23 sujets différents. Vous me voyez envoyer, refaire et corriger, envoyer 23 et corriger? Non. En réalité, je suis désolé. Et ce qu'on peut faire, vous le refaites encore et vous voir dans quoi vous vous êtes trompé. Vous prenez tout. Voilà, pourquoi je ne suis pas là. Voilà. Ok, je t'ai éjecté, on va mettre les... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Voilà, vous pouvez mettre là, j'ai déjà connecté. Comment ça? J'ai un problème de connexion. Ah voilà, c'était là. Donc, on va voir. Problème hyperstatique. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le TD5? Ce qu'on a fait il y a 2 semaines. C'est un TD sur les concentrations de contraintes. Donc ça va rentrer dans le troisième DS. Concentration de contraintes, c'est qu'on va voir aujourd'hui les hyperstatiques. Et l'exercice d'hyperstatique, vous allez le voir, et j'ai mis le corrigé en ligne, mais vous allez l'avoir sur eCampus, ils sont très longs. Donc je vais essayer de voir une manière de faire un exercice qui ne soit pas trop long, mais au moins où je vais vous demander seulement les procédures et pas la résolution jusqu'au bout, parce que ça prend très longtemps. Mais j'aimerais bien que vous appreniez à voir comment on traite un problème d'hyperstatique, même si l'année prochaine, on va voir qu'il y a une manière plus simple de le faire, grâce aux éléments finis, ou à ce qu'on appelle les méthodes énergétiques. Donc, je répète ma question. Il y a avez-vous des questions sur le TD5? Est-ce qu'on l'a fait jusqu'au bout? Je ne me souviens pas si on avait fait pas bien la concentration, considérer le facteur de concentration en flexion et en torsion. Non? Pas de questions. OK, donc on commence à faire le 6. Donc dans le 6, comme vous le voyez ici, on a des problèmes de flexion simple, c'est-à-dire un effort qui provoque en même temps du cisaillement et du moment de flexion. C'est la thématique de cette année. Et donc, on va voir de ce semestre, et donc on va voir comment on fait pour résoudre un problème hyperstatique. Et on va passer à mon corrigé. Donc voilà, là on a les 2 exercices d'abord, donc un exercice en encastrement et un appui simple, et un deuxième exercice dans lequel on a 2 appuis simples et une liaison pivot. Donc on va essayer de faire aujourd'hui le premier, le deuxième, je ne crois pas qu'on ait le temps, mais on va l'évoquer, et je vais vous laisser travailler, et vous aurez les corriger pour travailler. De toute façon, je crois que c'est dans 2 semaines ou dans 3 semaines, vous pourrez me poser des questions. On va faire comme on avait fait la dernière fois, une session des questions, des révisions avec des questions suite à votre préparation sur donc d'abord pour le TD 2, 3, 4, ça sera la semaine prochaine. Après, il y aura le DS et après, on aura la révision donc pour le 5 et 6. Et là, vous poserez toutes les questions. Vous aurez besoin. Donc, voyons. Donc ici, cet exercice, donc on va le faire. On va voir ici. Donc là, on a, comme je le disais, un encastrement à gauche et un appui simple à droite.
Donc, comment on va voir si c'est un problème hyperstatique? Déjà, on n'a pas, en réalité, on n'a même pas besoin de poser les questions. Si on connaît bien les réactions, on voit déjà qu'il y a un petit, si vous pouvez dire, il y a un petit problème avec ce problème, si vous me permettez la boutade. Donc, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, c'est un problème, si c'est un problème plan, dans les problèmes plans, on a 3 degrés de liberté en général. Donc, en général, on a 3 degrés de liberté. Donc, 2 translations dans le plan et une rotation dans le plan aussi, donc d'axe perpendiculaire au plan. Donc, dans ces cas, si je regarde mon encastrement, un encastrement qu'on a ici à gauche, lui, il va empêcher 3 degrés de liberté. Et si on rajoute un appui simple en B, ça veut dire que j'empêche aussi le déplacement du point B vertical, le déplacement vertical du point B. Ça veut dire que déjà on voit qu'on va avoir 4, je vais empêcher 4 conditions cinématiques et j'aurai finalement 3 équations dans le plan. Donc ça, déjà, je peux le faire déjà intuitivement, mais sinon, on va le faire explicitement. Donc explicitement, j'écris, comme on écrit toujours, vous savez, le PFS. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde, j'écris d'abord, donc ici, voilà, on écrit d'abord la liaison, donc c'est un encastrement. On a R, O, X, R, O, Y et M, O, Z au point O, qui est ici. Et ensuite, on écrit la liaison en B. Donc, faites attention parce qu'il y a eu quelques-uns qui... Ah non, c'était pas vous parce que vous n'avez pas encore fait ça. Mais de toute façon, je vous mets en garde parce que c'est une erreur récurrente. Donc, faites attention quand on dit que c'est un appui simple. Et moi, souvent, dans les énoncés, je fais exprès, même s'ils n'ont pas besoin, de dire qu'il admet un déplacement horizontal, par exemple. Donc, quand vous avez des petits trous, on l'a déjà dit, répété maintes fois, mais c'est pas grave, on peut quand même, l'apprentissage, c'est aussi écouter des choses 10 000 fois jusqu'à ce qu'on les garde en tête. Donc, ici, on a la réaction en B, elle est seulement verticale. Il n'y a pas, si vous écrivez ici, ce qui est marqué en rouge, si vous écrivez aussi une réaction possible horizontale, c'est une faute. Et vous allez rajouter une inconnue là où il n'y en a pas. Parce que le point B, comme vous le voyez ici, il peut se déplacer à gauche ou à droite. Là, il ne pourra pas parce que tout est lié, mais il pourrait. Il n'y a pas de, disons, il peut pas le faire pour la simple raison qu'on n'a pas de charge horizontale. Mais si jamais dans cet exercice, je mets une charge horizontale, n'ayez pas de doute que le point B, il va se déplacer horizontalement. Pas le point O. C'est-à-dire que ça, il faut bien faire attention à ça. Hein. Les liaisons simples, il faut bien faire attention. Donc, à part ces deux liaisons, on a également une action en A. On a ici. Donc si j'écris les 3 expressions que vous le savez de faire au point O, donc on voit bien finalement qu'on a, comme je le disais, 4 inconnus. ROX, ROY, MOZ et RB. Là, il y a une faute, c'est RB tout seul. On peut écrire Y ou pas, mais parce qu'on sait que c'est Y, mais dans les deux, voilà, là, c'est la même chose. Hein, donc, on a 4 inconnus, 3 équations, donc c'est un problème hyperstatique de degré 1. Degré 1. Alors, comment on peut faire pour le résoudre? Il y a plusieurs manières de faire. Donc, déjà, dans cet exercice, on va utiliser 2 manières. Et dans l'exercice suivant, vous allez voir, dans l'exercice 2, il y a encore une autre manière de faire. Voyons, une manière de faire qui ramène un peu de réflexion, si vous pouvez dire, qui est assez intéressante, et de faire une superposition. Donc, ça veut dire quoi une superposition? Ça veut dire qu'on devrait arriver à avoir 2 problèmes isostatiques dont la superposition nous ramène au problème présenté. Donc, regardons encore une fois le problème initial. Le problème initial, on a un appui simple à droite, une charge en A et un encastrement à gauche. Donc, si je considère maintenant
ces deux problèmes additionnels. Donc, je peux considérer ici à gauche un encastrement avec une charge. Jusqu'à là, on a la charge qu'il fallait, mais en B, je ne mets rien. Vous voyez là, quand j'écris en B, on n'a rien du tout. Donc, ça veut dire que par rapport au problème initial, il me manque au point B un appui simple. Voyons qu'est-ce qu'on fait deuxièmement, la deuxième proposition. Maintenant, j'ai toujours mon encastrement. Je ne mets pas de charge en A, puisque la charge est déjà mise dans le problème à gauche. Et je rajoute en B au lieu de mettre une liaison. Si j'ai mis une liaison ici, qu'est-ce qui se passe? On ramène tout à un problème hyperstatique. Donc, ce n'est pas la peine de mettre une liaison. Par contre, si je mets ici la réaction, une réaction que j'appelle RB, qui est la réaction qui représente l'appui simple, je suis en train, si vous regardez, si je superpose le problème de gauche à le problème de droite, finalement, on revient au problème initial. Donc, la difficulté, c'est peut-être de bien interpréter et de pouvoir faire une décomposition du problème initial tout en gardant deux problèmes isostatiques, parce que sinon, je ne pourrais pas les résoudre. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Monsieur, vous pouvez expliquer parce que j'ai pas compris pourquoi on a rajouté une force en B. Oui, c'est pas que je rajoute. Vous voyez que j'ai remplacé l'appui simple par sa réaction. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Mais en fait, c'est quoi le but? C'est de dire que si on a une force à un endroit, une autre force équivalente la pousse pour avoir une certaine équilibre, c'est ça? Et non, il n'y a pas l'équilibre. Ici, on a un problème. Recommençons depuis le début. Attendez. Hop, il est où là? Je perds. Voilà. Et vous ne m'entendez pas. Vous m'entendez bien ou pas? Moi, je vous entends. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne m'entend pas. Okay. Bon. OK. Et donc, je reprends le problème. Ici, on doit étudier, on a étudié ce problème, on veut étudier, comme d'habitude, le torseur résoudre tout simplement, avoir les réactions. Donc, vous voyez, c'est si simple que ça. Je dois avoir juste la réaction d'aller en haut et en B. Je reprends le problème. On est d'accord? Ça, c'est le problème que je cherche. Je cherche à résoudre, à trouver les réactions en haut et les réactions en B. C'est bon? Ça, c'est mon problème initial. Or, la difficulté est que si j'écris, comme d'habitude, le torseur, donc prenons le problème ici à gauche. Voilà, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est le problème que je veux étudier. Donc je vois ici un encastrement à gauche et j'ai ici un appui simple à droite. Donc, je vais écrire. Hop, il vient pas lui. Voilà. Donc, je réécris ça ici. Je vais écrire le problème, le PFS, tel qu'on a l'habitude de le faire. Donc, vous voyez bien qu'il y a une difficulté, que je ne peux pas les résoudre. Que j'ai un problème, il me manque une équation. Vous êtes d'accord? Oui? Trois équations, 4 là, jusqu'à là, je ne peux rien faire. J'ai bien ROX, ROY, RB et MOX comme en connu. Dans le plan, je ne peux pas écrire d'un point de vue d'équilibre des charges, le PFS ne me permet d'écrire que 3 équations. Jusqu'à là, il ne devrait pas poser, là, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je propose, il y a deux manières de résoudre ça. Une manière, c'est de trouver un problème, de scinder le problème en deux, c'est-à-dire que le problème initial, je veux le scinder en deux, de manière à avoir deux problèmes isostatiques. Et la superposition des deux doit me donner le problème initial. C'est clair? Donc, la difficulté est de retrouver comment le décomposer. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Ici, pour le décomposer, je propose
d'avoir deux problèmes isostatiques. Pour avoir deux problèmes isostatiques, qu'est-ce que je peux faire? Soit je transforme l'encastrement en autre chose, en un pivot, par exemple, chose qui ne m'intéresse pas énormément ici, mais je peux garder l'encastrement d'un côté et éliminer directement l'appui simple. Mais si j'élimine l'appui simple, je ne peux pas l'éliminer complètement et dire que je suis dans un cas similaire. Si j'élimine l'appui simple du point de vue de la poutre, vous savez qu'un appui simple, ça revient à avoir une réaction et un déplacement nul. Est-ce que c'est d'accord ça? Dire qu'un appui simple revient à une réaction que je peux appeler RB et de dire qu'en même temps, le point B, il ne peut pas se déplacer. Est-ce que ce sont les deux conditions qui pourraient décrire la situation du point B? Oui, oui. Monsieur Leroux, est-ce que ça c'est clair? Oui. Là, on n'a qu'une inconnue. Attendez, non. Dis-moi la question. Un appui simple, ça revient à avoir en même temps une réaction et un déplacement nul en Y. Oui. C'est ça, un appui simple. Donc, déplacement nul en Y, oui. Une réaction. Ben, il y a une réaction. Il n'y a pas une réaction quand on a une liaison? Sa réaction, je ne vois pas. Vous voulez dire quoi? Non, il n'y a pas une réaction. Prenez votre... Vous voyez, je ne peux pas le faire sur moi, mais appuyez. Si vous avez un appui... Mais attendez, voyons. Ici, attendez, venez voir. Là. Non, pas ici, ici, là. Ici, qu'est-ce qu'on a écrit? Attendez. Là. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? C'est la représentation de la liaison en B. Il y a une réaction RB qui apparaît. Oui? Oui, non? Peut-être? Il n'y a qu'une réaction. La réaction, c'est en Y qu'on a. C'est une genre de force. Enfin, c'est oui. C'est suivant Y. Mais au point B, vous avez une réaction. Il n'y a pas une réaction provoquée par le fait d'avoir une liaison? Un statisme, il ne bouge pas le pôle. Oui, et donc, quand ça ne bouge pas, il y a une réaction du bâti. C'est quoi une réaction? Pour moi, la réaction de la poutre, là, ça va être une flexion en A. Non, la réaction, c'est ce qui est provoqué par les liaisons. Ça, c'est une réaction. C'est pour ça qu'on a des actions. Ça a coupé. Pour la poutre. Mais quand j'applique ici, qu'est-ce qui se passe? Voyons ça, on pourrait dire dans l'ordre, entre guillemets, dans l'ordre d'action. Moi, j'applique une charge FA ici. Oui? J'applique FA. S'il n'y avait pas de liaison ici, qu'est-ce qui se passe? Mais la poutre, elle part vers le centre de la Terre. On est d'accord? Oui. J'applique. Si j'ai une barre, vous avez une barre quelconque qui est en l'air, qui flotte en l'air. Et vous appuyez sur, vous placez une charge FA sur la poutre. Qu'est-ce qui se passe? Elle part au centre de la Terre. Il n'y a pas rien au plus loin. Elle ne peut pas, rien ne peut l'empêcher. Oui? Ne peut l'arrêter. Oui. Oui ou non? Oui. Donc, dans ces cas, je fixe un encastrement. Si j'écris un encastrement en haut, ben c'est bon, cette poutre, elle ne va pas aller trop loin. Elle va être même en équilibre. C'est suffisant avec l'encastrement. Pourquoi? Parce qu'un encastrement, il empêche 3 degrés de liberté dans le plan. Nous, on a 3 degrés de liberté. C'est bon, ça ne bouge plus. Or, dans ces problèmes, à part d'avoir un encastrement, on a rajouté une autre liaison. Alors, dans la vie quotidienne, vous n'avez que de problèmes hyperstatiques. Tous les immeubles sont hyperstatiques. La plupart du temps, c'est hyperstatique. Donc, on a un encastrement ici et en plus, on a une charge, un appui simple. Ça veut dire que moi, d'un point de vue mathématique, je ne peux pas le résoudre. Mais je dois remplacer
quel est l'effet qui va provoquer qu'est-ce qui provoque le fait d'avoir un appui simple? Cet appui simple, il va empêcher le point B de bouger. Avant, il pouvait bouger. Bien ça, on va faire un petit dessin ici. Et peut-être que c'est, je ne sais pas si ça va plus clair, mais je vais faire un dessin. J'ai ça ici, d'accord, une poutre, avec un encastrement. J'applique ma charge FA. Cette poutre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir, on va faire ça, elle va avoir à peu près ce déplacement ici. On est d'accord? Oui? Ça fait ça. Mais oui, l'inflexion, et l'inflexion et un effort tranchant. Mais la poutre, le déplacement, est-ce qu'elle va faire ça ou pas? Ben oui. À peu près, hein. Je ne peux pas dessiner très bien, mais c'est à peu près ça. Oui, je veux que je dessine mieux avec l'autre. Mais c'est à peu près ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, maintenant, si je prends le cas présent, j'applique une charge ici, mais maintenant, j'ai un appui simple ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir le même que tout à l'heure? La même chose que tout à l'heure? Bah non. Non. Pourquoi? Parce que là, il est soutenu. Parce que là, on a bien un appui, oui. Oui. Quand on a un appui, attends, revenons en arrière. Pardon, excusez-moi, oubliez le deuxième cas. Que dans le premier cas, quand j'applique l'encastrement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a une réaction de l'encastrement. Oui, il y a une réaction ici, on va l'écrire en rouge, là, une réaction ici, et il va y avoir aussi un moment. Oui? Oui. Bon, bah là, le moment, donc ça, c'est les réactions existantes. La réaction en haut, il est nul, parce qu'il n'y a rien. Donc, REX, ça sera nul. REX égale à 0. Mais ça, on va les résoudre. Hein. Comme je dis, on résout ça, on ne va pas le faire. Mais c'est facile à voir qu'on va avoir REY qui va avoir une valeur égale à l'autre. Il y a un moment qui apparaît, parce que sinon, ça s'empêche. Donc là, il va empêcher, il y a un moment. Et on arrive à ça. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, qui est le problème actuel. J'applique FA. Qu'est-ce qui se passe? Mais ici, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir sûrement, on va créer une autre couleur, on va créer un violet. Ici, on va avoir obligatoirement une réaction ici. Oui ou non? Ben, oui, non. puisque c'est à force équivalente. Dire c'est mais ici, vous allez avoir. Regardez, que si c'est statique, pour le moment, bah, la force soutient la poutre pour empêcher la courbure. Quand vous appliquez cette charge, moi j'ai dessiné ici en violet, si vous le voyez là, j'ai dessiné à peu près la déformée de la courbe, de la poutre. Ici, on a à gauche, on a exactement la même chose. On a toujours une réaction et on a toujours un moment. Mais, ça on va le résoudre après, mais ici, il y a une autre réaction qui va apparaître obligatoirement. Pourquoi? Parce que j'empêche de bouger. Si j'empêche de bouger, il y a une réaction qui apparaît. Ça veut dire, comme je l'ai dit, je reviens à notre problème initial, c'est-à-dire que le fait d'avoir un appui simple ici revient à avoir une réaction que j'appelle RB et aussi un UY en B égale à 0. Est-ce que c'est vrai tout ça, maintenant? Est-ce que vous le voyez maintenant ici? Oui, non? D'autres questions? Peut-être? C'est quoi? UI, c'est le déplacement. Déplacement Y. Des déplacements de cette poutre en B, il est nul. Parce qu'on a un appui simple. Oui. Et en même temps, il y a une réaction qui apparaît. Parce que c'est la réaction qui va empêcher, c'est la liaison qui empêche, et c'est en empêchant, il provoque une réaction sur la poutre. Tout ça apparaît ici à droite. Donc, maintenant, quand je veux représenter ce cas hyperstatique, donc moi j'ai besoin de créer une autre équation. Donc, une manière de créer une autre équation ou de résoudre le problème. Et de le faire. Donc maintenant, j'assume que vous avez compris pourquoi il y a RB, pourquoi il y a UYB. Donc maintenant, pourquoi il y avait ça? Bon,
Donc, on va voir. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je propose donc de décomposer le problème en deux sous-problèmes ici. Un problème dans lequel je mets ma charge FA, c'est un problème comme celui qu'on avait présenté tout à l'heure, sans appui simple, et un deuxième problème dans lequel je n'ai plus de charge FA parce que j'ai déjà appliqué à gauche, mais je considère juste la réaction B. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va résoudre séparément les deux problèmes. Donc, ça, pour gagner du temps, parce que sinon on ne va pas arriver jusqu'au bout. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On prend ce problème et on va résoudre comme c'est le résoudre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de trouver les réactions et trouver le torseur des efforts intérieurs. Donc, regardez, là, c'est juste un encastrement avec une charge. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Étant donné que c'est un encastrement à gauche, je n'ai même pas besoin de retrouver la réaction, parce que moi, ce qui m'intéresse, ça sera le déplacement. Donc, c'est l'équation de la déformée qui va nous aider. Donc, ça veut dire que là, on aura, regardez, on a le torseur des efforts intérieurs. Vous savez le faire, parce que c'est bien simple. Donc, le torseur, si j'écris ici, on aura moins F de A, qui est appliqué en L. Donc, j'aurai entre 0 et L, on a moins FY, moins F, L, moins X. Donc, ça, c'est quelque chose qui ça devrait être déjà facile pour vous. Torseur des efforts intérieurs d'ici. Et ensuite, pour la deuxième partie, ben, on n'a rien du tout. À partir de A vers la droite, j'ai rien. Puisqu'il n'y a pas le point, on a ceci. Donc, une fois qu'on a ces deux torseurs des efforts intérieurs, on peut avoir le cisaillement et la flexion. Pardon. Donc, voilà. Donc, ici, on arrive à voir le cisaillement et le moment de flexion. Une fois qu'on a le cisaillement et le moment de flexion, on peut écrire, ben on garde ça comme ça pour l'instant. Donc, on a les deux déformations, donc la déformation linéaire due à l'effort tranchant, pardon, et la déformation angulaire provoquée par la flexion. Donc, le premier problème à gauche, vous savez le faire, on l'a déjà fait plusieurs fois. Vous avez les exercices, le TD2 et 3, dans lesquels on a évoqué ça largement, avec des problèmes plus difficiles que juste une charge avec un encastrement ici. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, on arrive à cette expression. Deuxième problème, on a seulement une charge RB tout au bout, donc en B. Donc, vous savez écrire le torseur des efforts intérieurs, c'est bien simple, c'est donné par ça. Donc, on a RB appliqué en B, donc ça fait juste le cisaillement, c'est RB, le moment de flexion est RB, 2L moins X. Donc, ça non plus, c'est pas très bien compliqué. Donc, vous pouvez écrire, encore une fois, les déformations. Pourquoi j'écris les déformations? Parce qu'à partir de ces déformations, vous savez bien qu'on peut après partir soit vers les formules de Bresse pour trouver la déformée ou pour l'équation de la déformée qu'on appelle. Des questions jusqu'à là? Donc, je répète, j'essaie de synthétiser. On a un problème hyperstatique, on le décompose en deux problèmes. Une fois qu'on décompose en deux problèmes, on va à chacun des deux problèmes, on trouve les équations, les torseurs des efforts intérieurs et les torseurs de déformation. Voilà, c'est tout ce qui est marqué ici en violet. Donc, une fois qu'on a ça, maintenant, dans chaque cas, on peut trouver l'équation de la déformée.
l'équation de la réformée, comme vous le savez, était égale à, je vais l'écrire au cas où, si vous avez, parce que je n'ai pas, voilà, l'équation de la réformée, donc, était, hop, ça s'écrit pas bien, la dérivée du déplacement en Y par rapport à X deux fois est égale au moment de flexion en Z et E, I, Z. Voilà. Donc, ça, c'est l'équation de la FLY, c'est marqué, même si ce n'est pas clair. Donc, l'équation de la déformée était celle-ci. L'histoire, c'est que dans le problème 1, je vais avoir deux ondes différentes, deux ondes distinctes, chacune avec une expression du moment de flexion. Donc, je peux résoudre les équations. Je résous à gauche, d'abord, c'est-à-dire entre 0 et L, ensuite entre L et 2L, et on arrive à une expression Y. Donc, je vous laisse faire. Il y a tout est dans le corrigé. Donc, je vais vous le poster tout de suite après la séance pour que vous n'oubliez pas. Mais si je passe ça, on va passer trop longtemps. Après, c'est juste des mathématiques et d'intégration que vous savez faire déjà. Donc, je vais faire là, c'est pas la peine à mon avis. Sauf si vous avez une question particulière. Donc, vous pouvez le regarder là. Si vous préférez, ce que je peux faire, vous pouvez les récupérer des campus, je vais les mettre en ligne tout de suite. Si au lieu attendez, on va faire ça. Pas statique. Je vais mettre ça en ligne. Comme ça, si vous voulez, dans la foulée, vous pouvez le récupérer. Si c'est plus simple pour vous. Ressources. Corriger. Ok, je les ai mis en ligne. Non, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir. Ah voilà. Donc, je viens de le mettre dans eCampus, donc si vous pouvez le récupérer, vous pouvez le suivre en direct, à part de le suivre ici dans la. D'accord. Oui, monsieur Martin, merci Leroux, dites-moi. Je vais juste confirmer une chose. Donc là, Oui. on a calculé la potentielle force appliquée en B qui pourrait nous aider à calculer le résultat l'une des variables des trois ou quatre inconnus. Ouais, je n'ai pas compris la question. Non, je viens de calculer l'intégrale qui nous permettra de résoudre les résultats d'effort. Enfin, oui, et on doit faire tout ça pour résoudre le problème hyperstatique. Mais ça, c'est si on a une potentielle force en B. Si on a, ça c'est une manière de résoudre le problème. Une manière de résoudre le problème. Quand j'ai un hyperstatique, c'est compliqué parce qu'on doit créer une équation. Cette équation, en général, elle vient des déplacements. C'est tout. Et donc, quand on parle de déplacements, je dois utiliser quoi? Souvent, soit l'équation de la réformée, soit les équations, les formules de Bresse. Et donc,
Et ça, c'est peut-être que j'ai oublié de le dire au début, mais c'est la seule manière de travailler. Quand on a un hyperstatique, je dois m'appuyer sur les déplacements. D'accord? Donc, pour créer ça, je reviens en arrière, pour créer ça, on a décomposé tout en deux problèmes qu'on va superposer par la suite. OK? Je vais additionner. Quand je dis superposer, ça veut dire que je vais résoudre le problème 1, je vais résoudre le problème 2, et ensuite, je vais additionner les résultats des deux problèmes. Et ça sera le problème, ça sera le résultat de ça, sera la solution de mon problème initial. C'est bon? Donc, pour l'instant, ces deux problèmes, l'un d'eux, il a une charge RV, comme vous l'avez bien dit. Le deuxième, il n'en a pas. Donc, si je superpose ces deux, là, j'aurai exactement les mêmes conditions que je vais avoir. C'est-à-dire, je vais avoir d'une part une charge, et après, on doit en poser, c'est ça si on pourrait dire la fin de l'histoire, c'est que je dois dire que le déplacement que je vais trouver en B doit être nul. C'est ça qui va me donner la nouvelle équation. Donc, je vous raconte, voilà, je vous spoil le problème, là, je raconte la fin de l'histoire. Mais en gros, on est en train de voir, de pouvoir exprimer le déplacement du point B dans cette nouvelle condition. C'est ça qu'on cherche pour l'instant. C'est pour ça que c'est long. C'est un problème très long à résoudre. L'année prochaine, on va voir qu'on a des manières plus simples à faire. Mais bon, mais pour l'instant, on le fait comme ça. Donc, ça répond à votre question ou non? Pas du tout. Non, c'était juste pour répondre à mon affirmation. Et oui, c'est bien ce que je pensais. D'accord. Bon. Donc, voyons, on était là. Et donc, on a ici l'expression de UY par rapport à la partie, à cette partie-là. Hop. Et ensuite, pour cette partie-là, vous voyez, c'est simple parce que la dérivée seconde est nulle. Et pardon, le moment de flexion est nul. Donc, ça veut dire qu'on arrive à ça. On a une droite, finalement. C'est beaucoup plus simple. Ça, c'est tout ça. C'est pour le problème de gauche, pour ce qu'on appelait le problème 1. OK? On est encore au problème 1. Je me dis que c'était très long, hein, c'est pour ça que je préfère que vous le travailliez tranquillement. Donc maintenant, et quand j'ai ça, je vois qu'il y a, malheureusement, il y a 4. On l'avait vu quand on avait fait les exercices, les TD 2 et 3, il y a 4 constantes d'intégration. Pourquoi? Parce qu'on avait 2 équations différentielles de deuxième degré à résoudre, donc chacune va apporter 2. Donc, il me faut, pour le problème 1, je répète que le problème 1, on va le redessiner ici parce qu'on est sûrement déjà perdu. Le problème 1, c'était juste ça. Voilà, avec une charge FA ici. Voilà, c'est tout ce qu'on avait. Donc, ce problème qu'on a ici, il y a des conditions limites. Quelles sont les conditions limites? On a seulement l'encastrement ici à gauche, d'un point de vue cinématique. Ça, c'est la seule condition. Quand on dit encastrement, ça veut dire qu'on a translation et rotation nulle. Donc, comme nous, on travaille seulement dans la direction Y, on a juste des placements possibles en Y, on aura UY de 0 égale à 0, et la dérivée, qu'on sait bien déjà que la rotation, on peut l'exprimer par la dérivée de Y par rapport, de UY par rapport à X. Donc, on aura mathématiquement UY1 de 0 égale 0, la dérivée de UY1 par rapport à X en 0 égale à 0. Voilà nos deux conditions cinématiques. Or, maintenant, j'ai 4 inconnus. Donc, il me faut 2 autres équations. Quelles vont être les 2 autres équations? On l'a déjà vu dans les TD 2 et 3. On doit avoir ici, d'un point de vue physique, ce point-là. On va le faire là, voilà. Ce point A est un point physiquement continu. On a de la continuité ici. Si on a de la continuité, mathématiquement, ça veut dire que le déplacement de ces points
doit respecter deux conditions. Doit respecter que la position est la même à gauche et à droite. Mathématiquement, ça veut dire que UY1, qui est celui de gauche qu'on appelait en L, doit être égal à UY2 en L. Et la deuxième condition, c'est une condition, comme on le fait en mathématiques quand on parle des continuités, c'est-à-dire que la dérivée première doit avoir la même valeur à gauche et à droite. Ça, c'est la définition de la continuité. Chaque fois que je parle des continus en mathématiques, quand c'est vraiment continu, ça veut dire la continuité est fonction égale et dérivée égale à gauche et à droite. Donc, voyons ça. Donc ça, on arrive à ceci. Donc ça, ce sont les deux autres conditions que je viens d'évoquer. Voilà. En jaune, parce que c'est, voilà, sous ça. Donc, avec ces quatre équations, si on travaille, vous pouvez le voir dans l'énoncé que je viens, dans le corrigé que je viens de vous envoyer, vous pouvez voir qu'on arrive finalement aux équations de ceci. Voilà, j'arrive à ça. Vous voyez, il n'y a plus de K. Et la même chose dans l'autre. C'est algébrique, hein, c'est tout. Hein. C'est l'algèbre. Donc, on a UY1 de cette manière et UY2 de cette façon. Voilà. Et donc, en même temps, une fois que j'écris tout ça, donc là, je suis en train de travailler, je le répète parce que c'est tellement long qu'on oublie ce qu'on est en train de faire. Donc, on avait une poutre et je suis en train de résoudre ceci. Et parce que je sais que ça va me servir plus tard, j'en profite pour écrire ici le déplacement avec de ce problème du point B. L'expression du déplacement. Le déplacement du point B est égal à 5f L cube sur 6 EIZ. Là, c'est l'expression de cette partie de la partie de la résolution du cas 1, on pourrait dire, du problème 1, on a ceci. Ça, c'est l'expression du déplacement du point B. Commençons maintenant le problème 2. Le problème 2, il est plus simple. Le problème 2 était celui-ci, hop, avec une charge qu'on appelait RB. Voilà le problème 2. Problème 2, c'est un problème dans lequel on avait cette équation de la déformée à intégrer. Donc, j'intègre deux fois. J'arrive à cette expression UY qu'on a ici. Une fois que Y, encore une fois, je dois considérer les constantes d'intégration, donc les conditions cinématiques. Ces conditions cinématiques sont, comme on l'a fait tout à l'heure, ce sont les mêmes, c'est-à-dire les mêmes conditions pour un autre problème. C'est un encastrement. Chaque fois qu'on a un encastrement, on a les mêmes conditions. Déplacement, donc translation et rotation nulle. Donc UY de 0 égale à 0, dérivée de Y par rapport à 0 égale à 0. Donc grâce à ça, j'écris UY en 0, la dérivée en 0, et j'arrive à résoudre K1. Là, c'est K1 et pas K11, donc je vais le modifier. Je vais vous remettre là, vous pouvez le corriger à la main dans le vôtre, mais sinon je vous le corrige et je vous remets, je vais poster l'autre. Je vois qu'il y a une erreur, c'est K1 et pas K11. Donc, je vais le modifier après. Permettez-moi, je corrige ça en page 6. OK. Donc, on arrive à avoir les deux conditions et on arrive à avoir l'expression des UY. Vous voyez, Y, juste pour le détail, Y est une expression qui me donne la déformée de ceci. Donc, si vous voyez bien, est une équation en x3, en x2 et en x3. En réalité, c'est une parabole qu'on appelle en x3. Ça va donner quelque chose comme ça. Et pardon, puisque je suis... Non, on efface tout ça. Ça, c'est pas bon. Hop. C'est vers le haut. Si la charge vers le haut, c'est bien positif.
Je donne une charge ici, donc la déformer. Vous voyez ici, on a une expression, quelque chose comme ça. Allez, hop. Ça serait, c'est collé ici, voilà, c'est un mauvais dessin, mais c'est à peu près ça. Donc, et on exprime, on en profite pour écrire l'expression ici, UY des deux L. On va l'écrire en bleu, on voit mieux, sûrement. Voilà. On a le déplacement des UY des deux L pour le deuxième problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a UY des deux L dans le problème 1, UY des deux L dans le problème 2. Donc, comme je dis que la superposition des deux problèmes nous permettait de considérer un seul problème, ce qu'on va faire, on va dire que voilà, en superposant le problème A au 2, c'est-à-dire que le déplacement du point B va être égal à l'addition de l'expression qu'on a retrouvée tout à l'heure, 5F L cube sur 6 EIZ, plus l'expression qu'on vient de trouver, 8 RB L cube sur 3 EIZ. Tout ça, je l'additionne, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'additionne, mais qu'est-ce qu'on avait dit au début? On avait dit que le déplacement du point B, puisqu'on avait un plus simple, doit être égal à 0. Et donc, si ça, c'est égal à 0, voilà, c'est maintenant, après 2 heures de travail, j'arrive à trouver l'équation qui me manque pour pouvoir résoudre l'hyperstaticité. Une fois que j'ai ceci, je peux trouver RB. Des questions? Si vous voulez, on récapitule. Donc là, comment on fait? On scinde le problème en deux pour avoir deux problèmes isostatiques. Ensuite, on essaye d'écrire, de retrouver les équations de la déformée de chacun des deux problèmes qu'on vient de retrouver. À la suite, étant donné que je remplaçais l'appui simple par une expression, par une réaction, maintenant je vais obtenir une expression pour le déplacement de ce point. Or, je sais que le déplacement de ce point est nul. Donc ça me donne l'équation qui me manque. Et j'obtiens RB. Une fois qu'on obtient RB, ben je peux résoudre les autres. Je peux revenir à mon PFS initial et retrouver tout ce qui manque. Tout ce qui me manque pour résoudre le problème statique. Des questions? Et oui, le DS3. Le DS3, il y aura un problème d'hyperstatique. Il sera le plus simple possible où vous aurez, par exemple, juste à proposer une... et le 2, ça sera sur TD2, TD3 et TD4. Donc, flexion simple et torsion sans concentration de contrainte et sans problème d'hyperstaticité. Ça marche, c'est une manière de dire. Je ne sais pas si ça marche jusqu'à là, ça n'a pas très bien marché. Donc, j'espère que ça va marcher. Donc, voyons la suite. Je sais que c'est long, ça, et comme ça, c'est encore plus difficile à faire. Hein. Moi, autant pour vous que pour moi. Donc, voyons ça. Une fois que je retrouve RB, je pourrais... Voilà. Là, c'est une manière, une fois qu'on a RB, on pourrait revenir. Deuxième manière de résoudre cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les formules de Brest. De quelle manière? Mais les formules de Brest, on fait ce qui aime beaucoup M. Leroux. Donc, on remplace directement ceci par cela. Donc, ça revient presque à la même chose que tout à l'heure. Seulement qu'on ne fait pas
des superpositions et on ne remplace pas par deux problèmes distincts. On prend un seul problème, mais qui pas, pour autant, il n'est pas plus court. Donc, on a remplacé l'appui simple par une charge. Et maintenant, on va travailler sur ce problème. Ça, c'est un problème isostatique. ISO. Pourquoi il est ISO? Parce que là, j'ai un encastrement, une charge ici, une charge là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait les formules de Bresse? Mais les formules de Bresse, d'abord, je dois écrire le torseur des efforts intérieurs. Donc, j'écris encore les deux zones, la zone 1, zone 2, ça, vous allez le faire, les zonages, il n'y a pas de problème. Donc, je travaille sur ce problème. Le problème ici marqué en rouge. Je travaille sur le problème en rouge. Vous écrivez, et on écrit le torseur des efforts intérieurs. Voilà, on a les deux torseurs pour chacune de deux zones. Il n'y a pas deux problèmes maintenant, hein, il y a un seul problème. Mais on a toujours deux zones parce qu'on a une charge au milieu. Moi, voilà, ici et là. Une fois que j'arrive à ça, donc on va écrire le torseur, donc on écrit l'effort tranchant et le moment de flexion. Une fois que j'écris le moment de flexion, on écrit les déformations linéaires en Y et les déformations angulaires en Z. Or, les formules de Bresse, si vous vous souvenez, est égal à ça, plus, est-ce qu'elle est ici? Voilà, plus ça. Ça, ce sont les formules de Bresse. Donc, ce qu'on va faire ici, pour simplifier, parce que c'est l'objectif, on va négliger le déplacement, la déformation linéaire. Donc, le déplacement provoqué par l'effort tranchant. On se contente d'utiliser gamma Z. Si j'écris gamma Z, ça veut dire que je veux faire la résolution par formule de Bresse de ça, donc cette intégrale, donc je vais intégrer déjà formule de Bresse me permettent, je répète, les formules de Bresse me permettent de trouver la translation relative entre un point et un autre et la translation relative entre un point et un autre. Pour faire ça, on doit partir des déformations angulaires et des déformations linéaires. Donc ça, on l'a déjà vu, vous l'avez déjà, on l'a déjà vu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On applique, on l'a déjà vu au premier semestre, je crois. Ou sinon, on l'a vu dans le TD2 et TD3. Donc ici, on écrit la rotation. J'arrive à oméga de P1 moins oméga de 0, arrive à cette expression-là, en Z. Vous savez bien qu'il y a une rotation en Z. Ceci me permet d'écrire la rotation du point A. Ensuite, je vais écrire la translation. Quand j'écris la translation, je néglige donc la déformation linéaire. C'est pour ça que c'est écrit ici, voilà, négligeable. Et j'utilise seulement gamma. J'intègre encore. Donc ça, c'est l'application de Bresse. Hein. C'est des intégrales, donc vous pouvez le voir petit à petit. Si jamais il y a des doutes ou des erreurs, vous me le faites parvenir et je vous envoie quelque chose de mieux. Corrigé. Donc, on arrive au déplacement du point A. On continue pour finalement, avec les formules de Bresse, on ne va pas s'éterniser trop, je vous laisse regarder ça dans le détail. Le plus important, c'est la méthode. Donc ici, la méthode, ça veut dire qu'on arrive à ceci. Les formules de Bresse, quel est l'objectif de travailler avec les formules de Bresse? L'objectif est de trouver ça, de trouver le déplacement en B. Donc, quand j'écris déplacement du point B, qu'est-ce que je sais? Je sais que le déplacement en B, il est nul.
Et voilà l'équation qui me manque. Donc, Brest aussi me permet d'arriver à l'équation manquante à cause de l'hyperstaticité du problème. Donc, voilà les deux manières de faire. Soit on prend les formules de Brest, toujours en considérant, en remplaçant par exemple un appui simple par RB, par sa réaction, et ensuite, comme on sait que l'appui simple, quand même, il va avoir un déplacement nul, ça me permet d'avoir une nouvelle équation. Une fois qu'on a RB, ben, je peux trouver tout ce qui m'intéresse. Je peux trouver A, je peux trouver oméga B, et ensuite, je pourrais même, à la fin, revenir à mon problème initial et retrouver REX et REY et mon Z. Voilà la solution globale de tout le problème. C'est-à-dire que tout ce travail très long, qui a pris 11 pages, est juste pour résoudre le problème hyperstatique, ce problème statique en réalité, avec le problème statique d'hyperstaticité. Et des questions. Pourquoi on peut le négliger? Parce qu'il n'est pas très important, c'est tout. Parce qu'il est, je crois qu'on l'a fait, on l'a démontré la dernière fois, mais je n'ai pas fait avec. Ça serait un bon exercice, monsieur de la Vallée, de le faire à partir de là, par exemple. Voilà ce qu'il donne. Et parce que, laissez-moi voir, si je prends ici RB, en réalité, j'ai peur, peut-être que ça complique, peut-être que ça donne une... attendez, si j'écris ici, je le fais par facilité, mais on pourrait... Ben, je vais essayer de le faire, ou sinon essayer de le faire et voir quelle est la différence si on le fait à partir de là. En réalité, pourquoi on peut le faire? On peut le faire parce que le déplacement provoqué par le cisaillement, on l'a vu dans le TD3, et je crois que c'était le TD3 ou TD2, il est très très faible, il est, je sais pas, à peine un peu plus d'un centième par rapport à l'autre. Donc comme il est très faible, on peut le négliger. En général, on le néglige, et c'est pour ça quand on écrit l'équation, je vais vous montrer. En gros, l'équation de la déformée et l'équation et les formules de Brest devraient arriver et on cherche la même chose, on cherche le déplacement. Mais qu'est-ce qui se passe? L'équation de la réformée, celle qu'on utilise plus régulièrement, c'est des équations qui négligent les équations les termes de l'effort tranchant et le terme de cisaillement. En réalité, c'est ça. En général, on les néglige. On le néglige parce qu'il est très faible, c'est tout. Mais on peut travailler. Je vais le faire, faites-le de votre côté, vous me direz. Comme ça vous fait un entraînement. D'autres questions? Oui, monsieur Leroux. Vous pouvez venir en avant, la page 10, je crois. Page 10, oui. Page 10, oui, je suis là. Je comprends pas comment vous avez réussi. J'ai compris qu'on avait... On a dit que, vous savez, là, or le déplacement en B est nul à cause de l'appui simple. De la liaison, oui, oui. Là, je comprends pas comment vous avez fait, parce que là, l'égalité est 0, ok. Et le 5 6e sur E de F, là, je comprends pas comment E, I, G, Z, on n'a pas... Ils sont nuls. Mais non, ils ne sont pas nuls, mais si je dis qu'il y a une expression, attendez, on va voir ça. Je vais faire, ça c'est un problème de mathématiques de base, mais on va le faire. Regardez l'équation qu'on a ici. On a une constante qui multiplie moins 5F moins RB. RB est mon inconnu, on est d'accord, non? Bon, on va faire ça. Attendez, je vais faire d'une autre manière. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Pourquoi je n'y arrive pas? Ah, voilà, c'est pas ça. Je voulais ça non plus. Voilà, c'est ça que je voulais. Un tableau vide. On va faire ça. Et vous allez faire
on a une constante que j'appelle A, c'est possible? C'est les 12 E sur EI, c'est bon? Je multiplie AB moins X égale à 0. C'est ça qu'on a, non? On n'a pas ça? Si. Et alors, comment vous faites pour résoudre cette équation? Bah, je divise par le A. Ah bon? Bah, non, on Vous dépend. croyez? Si j'ai A, attendez, moi, je ne peux pas écrire. Pourquoi je ne peux pas écrire? Ne me laisse pas écrire. Ah, voilà. A, B, moins X égale à 0. Votre A, il ne sert à rien. Oui? Ça se simplifie. Non, A n'est pas égal à 0. Attendez, on va le faire d'une manière que moi, pour moi, c'est aberrante, mais c'est ça. Comme ça, vous le voyez mieux, monsieur Leroux? 0 sur A, ça donne combien? C'est 0? Oui? Donc, ça veut dire que ça, en réalité, la seule chose qui m'intéresse, je peux dire que X est égal à B. Non? C'est pas ça? Et donc, dans notre cas, qu'est-ce qu'on avait? Si je ne me trompe pas de mémoire, c'était 16 et F moins 5 ou quelque chose comme ça, hein, RB. C'est pas ça? On va le voir. Je vais revoir ça. Oui, moins, en réalité. C'est moins, voilà, c'est créé moins 5F, non, c'est le contraire. Attendez, hop. Donc, je vais réécrire l'équation qu'on avait, parce que je l'ai maintenant ici. Donc, j'aurai L. Ah, c'est bon, j'ai compris. Vous avez compris? Oui. C'est une constante, ça ne sert à rien, n'importe rien. Donc, ça veut dire que j'aurai juste égal à 0. Okay. Moins 5F plus 16B égale à 0. Donc, comme je cherche RB, voilà, le 16, il passe de l'autre côté, j'aurai RB égale à 5 sixièmes. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ici, c'est bon maintenant. Donc, voyons, et oui, donc les formules de Bresse, voilà. Voilà, on a là. Une fois qu'on a RB, mais maintenant je peux tout faire parce qu'on a UY. Si on me demande UA, le déplacement du point A, je l'ai ici. Si on me demande la rotation en B, j'écris la dérivée, voilà, on l'avait trouvé ici. C'est pas la dérivée, on avait oméga B. Voilà. Et après, j'arrive à la fin de l'exercice. Donc, quelqu'un avait posé une question, je crois, si on avait, qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Voilà, donc, oui. Ok. Ah, voilà. Une méthode, voilà, c'est bon. Négligé, ok. Et non, monsieur de la Vallée, il n'y aura pas. Il y aura, on verra, je vais voir, je ne sais pas du tout, hein, c'est dans 3 semaines, je n'ai pas encore réfléchi à ce que vous aurez à faire par rapport à ces exercices-là, mais je veux que vous ayez une idée de comment ça se passe. Il y a le 2, et plus simple, on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est déjà assez lourd, mais vous allez je vais vous le mettre en ligne, vous allez le réviser, vérifier, et après vous allez me poser les questions nécessaires que vous trouverez intéressantes. Donc ça, c'est le dernier cours complet qu'on va faire aujourd'hui. Les autres, ça sera juste des questions-réponses, parce qu'à plus, vous avez tous les corrigés.
Et donc, il n'y a pas, par contre, vous pouvez me consulter, comme on l'a fait déjà la dernière fois, par mail, toutes vos, voilà, les problèmes, tous les problèmes que vous pourriez en avoir quand vous commencez à travailler. Travaillez pas la veille à minuit, parce qu'après, ça arrive que j'aille me coucher. Si vous me posez des questions à 1 heure du matin, je peux vous résoudre, je peux vous répondre, mais c'est pas sûr. Donc, essayez de le faire avant. Et donc, pour la semaine prochaine, on va réviser. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Reprenez le 2, je ne vais même pas l'évoquer aujourd'hui, sinon ça va vous confondre déjà, porter confusion. Donc, je préfère que vous le regardiez tout seul. Et je le mets aujourd'hui, je crois, je vais voir si je mets les deux. Au moins, je mets le 1 aujourd'hui, comme ça, vous le révisez dans la foulée. Mais comme c'est pour dans 2, 3 semaines, je ne crois pas trop que vous ayez le ferez aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de questions, non, pas de questions sur ça. Donc, je veux juste 2 secondes rappeler la thématique du prochain DS. Je ne veux pas les faire, ça on fera la semaine prochaine, mais TD2, B2, 3, est-ce que c'est ça? Oui. Non. Voilà, partager les fichiers. Voilà. Donc, voilà, le TD2, on avait à faire ceci. Donc, on avait à résoudre un problème de flexion simple dans lequel il fallait quand même rentrer, et là, c'est pas comme tout à l'heure, il faut aller jusqu'au bout du torsion des efforts intérieurs, écrire, souvent tracer ce que vous avez appris au premier semestre. D'ailleurs, peut-être tracé ou pas, peut-être, je ne sais pas si je vais l'éviter, on verra. Et après, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les contraintes. Donc là, vous l'avez, le TD2, vous les avez, tous les deux, vous les avez. Voilà, le TD2, c'est celui-ci, avec les contraintes provoquées par la flexion. Voilà, avec les différents points comme exemple. Et après, le point le plus important, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et ensuite, au cisaillement. Donc, je vais voir si je vais rentrer trop en détail dans le cisaillement. Sinon, on va faire, qu'on va poser la question, travailler juste pour la contrainte moyenne, on verra. Ne vous inquiétez pas. Et après, étudier les charges maximales et les équations d'AFormé, je veux voir si c'est pas trop long. Parce que j'aime pas quand après vous n'arrivez pas à faire une grande partie de l'exercice. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est peut-être la tenue. Étudier, on va voir. Donc ça, c'est l'exercice TD2 et le TD3 qui est du même type. Donc ça, c'en est un. Là, c'est le T. Ah, vous voyez, il est parti, lui. Voilà, TD3. TD3 était la même problématique, mais avec un autre problème. Voilà, encore une fois, donc il fallait trouver toujours, et souvent on a trouvé les réactions, parfois on peut l'éviter, mais sinon c'est torseur, ce qui nous intéresse le plus, c'est torseur des efforts intérieurs et contrainte dans un cas de flexion. Voilà l'analyse des contraintes qu'on va voir ici. Et quand on a les contraintes, trouver les contraintes maximales et voilà, charge maximale ou trouver la contrainte ou vérifier la tenue. Voilà, là, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est toujours la tenue
Et c'est peut-être l'équation de la formule si je vois qu'elle n'est pas trop longue. Ça dépend de l'exercice que je vais vous poser. Sinon, vous allez passer votre temps à faire des intégrales. Et pas, même si j'aime des intégrales, j'aime pas trop que vous perdiez du temps à faire des tas d'intégrales. Mais le problème, c'est que pour les déformer, on a besoin de ça. Donc, et voilà, là, on avait appliqué les formules de Brest, ici, dans les TD3. Ça, c'est les deux TD, et plus le TD4 qu'on a fait complètement à distance. Voilà, et TD4, où l'énoncé, là, je l'ai ici. TD4. Voilà, TD4, qui était un TD en torsion. Voilà, vous avez à faire, à regarder en cas de torsion et cette torsion, ou en cas de transmission par engrenage, vous voyez, d'autres types de frictions. Sinon, une relation avec la puissance, mais je vous donnerai aux équations que vous avez utilisées déjà ailleurs. Voilà le problème. Vous avez tout ça à travailler. Des questions? Bon, ben, révisez, je vous conseille de réviser les 2, 3 et 4. Si jamais vous regardez les corriger, si jamais il y a des erreurs, vous me les faites parvenir, je vais les corriger ou vous dire ou vous rassurer ou pas sur les erreurs éventuelles. Et sinon, on va voir, mais je vois qu'il y a, il me semble, je vois qu'ils sont là, je crois qu'il y a presque tout le monde. Même s'il y en a qui allument, ils vont aller faire la sieste. Mais je ne vais pas perdre du temps à vous poser des questions. Qui est là, qui n'est pas là. Non, mais c'est bien, mais c'est vous avez pu vous connecter. Je ne l'avais pas vu. Bon, et donc on termine là. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres questions, donc passez une bonne semaine. Donc on se voit la semaine prochaine. Travaillez. Donc la séance de la semaine prochaine n'est pas obligatoire, mais vous travaillez avant de venir pour poser les questions nécessaires. Au revoir. Et au revoir. Et voilà. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Au revoir à tous. Vous pouvez quitter si vous voulez.